Deux sujets sont inscrits à l'ordre de la causerie de ce matin. Nous allons parler d'abord des examens de fin d'année dont les dates officielles sont connues déjà. Et puis ensuite, on parlera de cette décision donc pour la subvention aux associations estudiantines. Et pour en parler, je suis avec Geoffroy Goulon. Bonjour. Journaliste. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien. D'accord. Vous êtes acteur politique et acteur du système éducatif. En face de vous, Noé Lokossou, qui est juriste de formation. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Ancien responsable étudiant également, c'est ça, hein? Je le suis toujours. Ah, vous l'êtes toujours, d'accord. Allez, Maurice Todofon, qui est président du bureau d'union d'entité de la FADESP actuellement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, je reste avec vous justement puisque nous sommes toujours dans le système éducatif. On sait que désormais le brevet d'études du premier cycle se déroulera du mardi 2 au jeudi 4 juin 2020, le CEP du lundi 8 au jeudi 11 juin 2020 et puis le baccalauréat du mercredi 17 au samedi 20 juin 2020. Sans oublier le CAP qui se tiendra du lundi 6 au mercredi 8 juillet 2020. Alors les dates sont connues. Comment est-ce que, selon vous, les différents candidats doivent se préparer dès maintenant? Lorsqu'on sait d'abord qu'on a quelque chose à affronter, il faut se préparer. Alors tout simplement, nous, on a été candidats dans ce pays. Nous pensons que ce que nous pouvons dire à l'endroit des candidats, de se préparer et de savoir qu'ils ont quelque chose à affronter. Alors, sitôt déjà que la date est connue, il faut d'abord se s'affaurer de cela et en même temps commencer avec les révisions, les études et consorts pour qu'ils ne soient pas surpris à la dernière minute. C'est ça, se préparer davantage. Alors, Noé Lokossou, on sait que quand les examens approchent, il y a quand même un certain stress qui gagne les candidats. Vous avez été candidat à ces différents examens sans nul doute. Comment aborder cette phase-là qui est quand même décisive? Les examens ne sont plus loin. Ok, c'est vrai, merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ce stade-là, nous voyons que les candidats sont un peu stressés parce qu'il y a la pression un peu de tout, celui des parents et autres. Donc moi, je devais quand même les donner comme conseil d'être serein, de ne pas paniquer parce que c'est, comme on le dit, moi, mon professeur m'a toujours dit, les examens sont comme les devoirs de classe, donc ne vous stressez pas. Donc je vais le dire, d'être serein, de se concentrer, de reviser, de ne pas trop aussi abuser des heures de révision à des heures tardives. Et aussi demander aux parents aussi de leur donner beaucoup de temps, ces derniers temps-ci, de les laisser plus de temps, et qu'ils aient aussi des temps de loisirs, ce qui va leur permettre quand même de plus mûrir leurs réflexions. Oui, c'est ce que je pourrais dire. C'est vrai que nous avons un acteur du système éducatif en plateau avec nous, Geoffroy Goulon. Oui. Quand vous êtes dans le système éducatif et que les dates des examens sont fixées, quel est le premier réflexe déjà en tant qu'acteur du système éducatif? Merci, monsieur le journaliste. C'est d'abord à l'image de la façon dont l'année scolaire a été conduite du début jusque là où nous sommes. Sans heurts, sans grand problème, sans grand débat critique et pas trop de critiques acerbes entre le gouvernement et les différents partenaires sociaux. Ça, il faut le reconnaître et il faut l'avouer. Chacun a pu jouer sa partition. Au début, les réactions étaient beaucoup plus mécaniques. Parce que c'est ce qu'on demande de faire, nous allons le faire. Mais maintenant, je crois que tout le monde est dans l'attente. Déjà en voyant la façon, de manière sincère et franche, le fonctionnement, la méthode mise en place par le gouvernement, chacun s'y met du sien pour que cela se fasse. Les progressions en classe se mènent aujourd'hui bon train. Et je peux vous affirmer que dans tous les secteurs, que ce soit dans le sous-secteur et enseignement général, comme dans le sous-secteur enseignement technique, les progressions vont bon train, comme il le faut. Et je crois que cette fois-ci, vous verrez les résultats. Par contre, il est à rappeler. Le CAP dont nous avons fait cas ici, c'est le CAP commercial. Ouais. Les examens commencent réellement à partir du 11 mai. Pour le CAP industriel, hôtellerie, restauration et art. D'accord? Donc juste après ça, nous avons les phases pratiques du bac technologique.
qui commence aussi le 29 mai. Je crois bien, à peu près, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà un peu ce que je vais dire tout de suite pour planter le décor. Mais de l'autre côté, par rapport aux apprenants, les dispositions à prendre. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les professeurs s'y mettent. Il reste maintenant aux enseignants et aux apprenants d'avoir une certaine sérénité. De ne pas croire un instant que le fait de ne pas suivre les cours depuis le début de l'année, c'est maintenant qu'on aura à tout rattraper. Mais plutôt de faire l'effort de maîtriser ce qu'ils ont eu à faire et prendre maintenant le peu de temps qu'il leur reste pour acquérir ce qu'ils ont à acquérir. Si c'est peut-être maintenant qu'ils vont faire le foutou, là, c'est pas bon. Aux enseignants, je leur demanderai de conduire la progression à terme et de trouver un peu de temps pour faire quand même les travaux de renforcement avec les apprenants afin de pouvoir leur permettre de rappeler, quand même ce qu'ils ont eu à faire, revenir là-dessus avant les différentes échéances. Tout à fait, je reviendrai à vous tout à l'heure. Parlant toujours de ces temps de préparation, de ces moments qui précèdent les examens de fin d'année Noël Lokosu, on remarque qu'il y a des établissements qui quand même font de la progression au niveau de ces travaux dirigés, travaux de renforcement. On estime que c'est le moment plus que jamais pour que les apprenants soient au fait de leur cahier, des situations d'apprentissage. Il y a des programmes spéciaux à tout moment, même pendant les week-ends. Est-ce que tous ces programmes sont de nature à garantir véritablement le succès au niveau des apprenants? Oui, il faut l'avouer, parce que ces travaux dirigés, comme on le dit dans les complexes scolaires privés, on a vu depuis près de 10 ans que ça a porté son fruit. Parce que les travaux dirigés, en quelque sorte, ça dépend de l'organisation. L'organisation dans laquelle ces travaux dirigés ont été programmés. Donc nous constatons qu'il y a des privés, et déjà dès le début de la rentrée scolaire, déjà planifient déjà un emploi du temps. Et les camarades sont déjà au courant de ça. Et ça fait qu'on les évalue. Même il y a des examens blancs déjà qui ont été déjà faits. Tout ça là, ça concourt un peu quand même à l'édification, aux révisions. Donc cela fait que les camarades ne sont plus quand même confrontés à des petits problèmes. Parce que déjà, s'il y a des matières et s'il y a des chapitres qui ont été déjà abordés lors de ces travaux dirigés là, je crois que pour ces derniers moments, c'est juste des révisions. Donc ces travaux dirigés, selon moi, apportent un plus quand même à celui-là qui est vraiment serein et sérieux, qui veut vraiment tirer son épingle du jeu. Donc je vois que ça a un impact positif quand même pour ces derniers moments de préparation. Parce qu'on ne peut pas se fier maintenant au cahier. C'est des centaines de pages. Non, mais vous voyez que celui-là qui va dire que c'est à ces derniers moments-là qui veut vraiment réviser, il aura vraiment de sérieux problèmes. Donc déjà, ces élèves-là qui suivent déjà ces travaux dirigés-là, je vois que juste à 2 semaines ou bien à 1 mois des examens, c'est juste des révisions, des exercices qu'on leur donne. Et déjà, ça leur permet quand même, ça leur donne l'assurance en se disant, oui, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Donc lors des compos, lors des examens, vous voyez que les résultats que ça donne. Et souvent, c'est les privés qui sont toujours les premiers et deuxièmes. Bon, vous voyez, d'accord. Oui. Maurice Todofon, vous avez pris par là justement, et à l'approche des examens, comme je le disais, il y a ce mécanisme-là des travaux dirigés à n'en point finir. Les enfants n'ont plus même le temps de faire autre chose à la maison. Quand on finit les cours, le soir, on est soit en groupe d'études, les week-ends, ce sont des travaux dirigés, toujours pour préparer l'examen. Est-ce que ce rythme-là, assez pressant, peut permettre véritablement d'atteindre le succès au niveau des enfants? Puisque je vais revenir à l'acteur du système tout à l'heure. D'accord, merci encore, cher journaliste. Je peux dire, moi, je suis contre cela. Parce qu'il ne faudrait pas que, c'est parce qu'il y a un examen qu'il faut en abuser, qu'il faut encombrer les candidats avec la programmation de TD par-ci par-là. Moi, je suis contre cela. Parce qu'il faut forcément avoir un temps de distraction, un temps de révision, quand même. Parce que je peux aussi dire, il y a des enseignants qui en profitent, c'est-à-dire pour eux, c'est le moment plus que jamais de se faire un peu de l'argent dans la poche. Vous voyez. Donc, il faut alors programmer
l'enfant, même si lorsque vous allez à un examen et vous êtes encombré, c'est-à-dire vous n'avez pas un temps proprement pour vous-même, pour pouvoir alors essayer de mettre de l'autre dans tout ce que vous avez acquis. Alors une chose est de réviser ensemble, l'autre chose est de venir faire soi-même ses propres révisions personnelles. Là, on est plus certain de ce que, une fois à l'examen, je pense que je peux m'en sortir. Alors, vouloir encombrer les camarades étudiants avec, c'est vrai, il faut étudier, mais il faut aussi savoir comment nous allons aider les candidats à étudier, mais pas les encombrer. Moi, je suis contre cela. Il faut les laisser aussi. Un candidat même qui sait d'ailleurs qu'il a un examen à passer, il sait comment se préparer. L'enseignant est là pour l'accompagner, mais pas pour l'encombrer avec des charges, histoire de programmer des séances de TD de révision pour pouvoir aussi faire un peu. Nous savons comment ça se passe. Tout à fait. L'enseignant qui est là, vous allez peut-être répondre à cela. Vous êtes indexé plus ou moins directement. Alors, on sait que l'organisation de ces travaux dirigés, de ces cours de renforcement spéciaux ne sont quand même pas gratuits à l'approche de ces examens-là. Quel est le regard de l'enseignant d'abord? Oui, tout de suite. Je donne raison à mon jeune frère, l'étudiant qui parle. Parce que d'abord, il faut comprendre l'esprit dans lequel les travaux dirigés sont initiés. Organisés. Sont initiés. D'abord, les apprenants, quand ils quittent l'école, l'essentiel c'est qu'arriver à la maison, ils doivent réviser ce qu'ils ont eu dans la journée, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Alors, à un moment donné, pour les accompagner, je dis, mais pour les accompagner, les parents ont ramené ce qu'on appelle la répétition. Cette répétition leur impose le fait de répéter, si je peux aller ainsi, répéter ce qu'ils ont eu à faire à l'école et à mieux comprendre, à mieux cerner cela. Premier point. Ces apprenants, généralement, quand ils viennent à la maison, compte tenu des occupations des parents, n'ont pas la chance de faire des exercices ou de s'y mettre à cœur, joie ou à volonté. Il va falloir alors que quelqu'un soit là pour les accompagner dans ce sens. C'est pourquoi nous parlons de répétiteurs. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ce luxe-là, en griffe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir quand même qu'on ait des résultats. Pour avoir les résultats, et je le rappelle, ce ne sont pas les privés seuls qui ont les meilleurs résultats. Ça là, nous allons peut-être revenir là-dessus, mais dans l'occasion un jour. Alors, si quand les résultats sont comme ça, et qu'on se dit, mais l'établissement doit quand même produire un bon résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir alors trouver un moyen pour que ceux qui ne sont pas accompagnés en termes de répétition à la maison et qui sont quand même d'une famille beaucoup plus en dessous de la moyenne, il va falloir quand même les aider ou booster aussi leur volonté d'une manière ou d'une autre. C'est là où l'idée des TD pour les grands groupes sont générées. Mais en réalité, sur le thème, en termes pédagogiques, quand le cours est approprié, c'est approprié. Quand le thème abordé est approprié, c'est approprié, on ne doit pas revenir là-dessus. C'est parce que nous avons constaté que nos apprenants aujourd'hui, ou bien le type d'élèves d'apprenants que nous avons aujourd'hui sont des apprenants qui, en griffe, les parents ne sont plus, et même à la limite, les parents sont démissionnaires compte tenu de leurs différentes occupations, que les histoires de répétition, si vous pouvez me permettre de le dire ainsi, et cours de renforcement sont installés. Alors, donc, en votre temps, il n'y avait pas les cours de renforcement, c'est ça? En moi, mon temps, il n'y avait pas cours de renforcement. Par contre, moi, j'étais suivi à la maison. Vous comprenez, non? Oui, dans le même cadre. Bref. Donc, il faut dire que c'est le sens, c'est l'esprit dans lequel les cours de renforcement sont initiés. Maintenant, ces cours de renforcement viennent à point nommé. Parce que vraiment, il est reconnu. Entre-temps, nos mamans étaient à la maison, nos papas allaient travailler. Ici, ce n'est plus le cas. Le papa est capable de venir à la maison à 18h pour ramener l'apprenant, je vais dire, ou son enfant à l'ordre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, nous faisons ce travail d'avant-gardiste-là. Maintenant, c'est pour que cela ne pèse pas sur l'apprenant. Par exemple, que certains établissements ne prennent un rang. Et c'est organisé en cours de renforcement dans les établissements. Vous irez dans certains établissements que je maîtrise très bien. On ne leur prend un rond, même pas un seul sous. Tout ce qu'on leur demande, c'est que le temps qu'ils ne vont pas perdre à la maison pour faire des exercices, ou le temps où peut-être les parents vont les occuper à faire des travaux quotidiens à la maison, à vol, à l'emporte-pièce, peut-être pour ceux qui sont placés chez des parents, vaudrait mieux qu'on leur force la main pour qu'ils viennent à l'école pour faire ces travaux-là. Maintenant,
il y a certains enseignants, oui, qui en abusent. Il y a certains enseignants qui en abusent malgré que ça l'a déjà instauré. Ils ne finissent pas les cours normalement. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est contrôlé, je ne dirais plus que ça. Il y a toujours des brebis galeuses. Ils profitent de ça. Oui, quand vous dites que certains enseignants en abusent, vous-même étant enseignant, est-ce que vous ne craignez pas de les avoir à dos après cette démission? Non, on ne les aura pas à dos parce que dans tout système, il y a toujours des brebis galeuses. Il faut dénoncer ces choses-là pour que cela puisse changer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils profitent de ce temps-là pour donner, enfin, pour dispenser le cours ou pour faire des exercices d'application qu'ils n'ont pas eu la chance de faire en classe. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous parlons de la manière déontologique qu'il soit. Si quelqu'un le fait, nous ne sommes pas venus ici pour parler de ça, mais c'est ce qu'il y a, c'est ce que nous constatons de manière pragmatique sur le terrain. Et c'est ce comportement-là peut-être que nous sommes en train de rejeter aujourd'hui. Et je crois que beaucoup corrigent cela. C'est pour revenir à mon frère pour dire, ce n'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à d'autres problèmes ou des apprenants, des types d'apprenants que nous avons. Et c'est ça que nous sommes beaucoup plus en train de régler. Mais les résultats, attendez, que ça soit public ou privé, la différence ne se fait plus sentir en tant que tel. C'est vrai, vous êtes tous jeunes ici, vous avez abordé ces examens il n'y a pas longtemps, puisque vous êtes actuellement à l'université. On sait que les types d'apprenants que nous avons aujourd'hui, c'est quand même des apprenants assez androïdes qui sont au fait du numérique, voilà, et de la digitalisation aussi, qui délaissent les cahiers pour s'adonner parfois à certains plaisirs. Et quand les examens sont proches, et bien on court dans tous les sens. On commence maintenant par veiller toutes les nuits et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire déjà par rapport à cet état de choses, ce comportement que développent certains apprenants? Bon, par rapport à ce comportement, moi je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas du tout à encourager. Vous l'avez fait aussi, vous? Non, moi en mon temps, j'avais bien, je n'avais pas d'Android, mais j'avais un écran tactile, mais je n'étais pas trop connecté à ça. Parce que quoi d'abord? C'est vrai, nous sommes au temps de la technologie, de la nouvelle technologie. Et aujourd'hui, pour des recherches, on n'a plus besoin de se tracasser pour avoir les résultats ou bien ceux dont on a besoin. Parce que moi je me rappelle 10 ans passés, mais c'est pas tout le monde n'avait pas accès à la nouvelle technologie par exemple. Moi en mon temps, j'avais seulement une tactile, bon je ne pouvais même pas me connecter. Donc on avait du mal quand même à avoir des réponses. Moi je dis dans toute chose, il faut d'abord prendre la partie positive de la chose. Parce que c'est vrai, on a les Android, ça nous aide à faire beaucoup de choses, mais l'usage d'abord. L'usage d'abord, il faut d'abord tirer un profit d'abord là-dedans. Quand moi j'ai mon Android, je sais ce que j'ai à besoin. Quand je n'ai rien à faire, je ne me connecte pas. Mais on a constaté aujourd'hui que nos petits frères s'adonnent à cette nouvelle technologie-là et délaissent les cahiers. Et même en classe, en plein cours, d'autres sont connectés et sur WhatsApp, c'est décrit oui chérie, et comment tu vas, bisous, on regarde des conneries. Moi, c'est des choses que moi je n'encourage pas. Quand je vois ça, si on peut faire la transposition, même à l'université aussi, ça se passe. Oui. Vous me direz peut-être que là, ils sont déjà grands, mais bon, ça se passe en plein cours, on s'envoie des messages, on fait même des photos, on critique même parfois tel ou tel professeur. Bon, oui. ça se passe, on a pris par là, on sait un peu comment ça se passe. Alors, Maurice Todofon, la même question pour vous. Vous avez pris par là, en votre temps, comment ça s'est passé avec votre téléphone et comment est-ce que vous avez pu traverser cette étape-là avec succès? Merci beaucoup. Il faut d'abord me demander le genre de téléphone que j'en avais. Pour ceux qui en connaissent très bien, c'est Nokia C2. Nokia C2, je pense que en mon temps, franchement, les conditions n'étaient pas du tout faciles, faut le dire. Donc, en tant qu'élève, en tant que candidat, je savais que j'avais telle chose à faire. Je savais ce qui m'attendait et je savais, comme le dirait mon camarade, quel profit j'en tirais de mon téléphone portable. Je vous assure tout, c'est avec mon téléphone portable, moi, j'ai eu à comprendre ce qu'on attendait par dissertation, surtout en philosophie. En philosophie, en terminale, j'avais toujours mon portable C2. Et quand le professeur aborde un sujet et que je n'arrive pas à comprendre, je vais rapidement dans Google, Opera Mini dans le temps là. Je vais dans Opera Mini rapidement Google et puis tout ça sort. Lorsque ça sort, j'essaie de lire et je vois de la manière dont on essaie de traiter les différents sujets. Avec ça, j'essaie alors
d'acquérir de nouvelles connaissances. Et j'essaie en même temps de faire quelques résumés. Alors, une fois en classe, ce n'est pas en amphi, une fois en classe dans le temps là, lorsqu'on faisait des débats, des sujets, je pense que à la fin, lorsque je prends la parole, j'arrive à développer. Franchement, le professeur se demandait, si dans cet ordre dans le temps là, je lui fais hommage. Il se demandait, mais Maurice, comment tu fais, comment tu arrives quand même au détriment de tes camarades. Je n'ai jamais révélé ces secrets-là, à moins que ça le soit sur ce plateau, je le dis. Donc, avoir un téléphone portable, il faut savoir effectivement quel profit en tirer et non en abuser. Autrement dit, à l'instant T, parce que chacun sait ce qu'il fait avec son portable. Ce n'est plus les Nokia CD, nous avons aussi les portables plus élevés. Alors, j'ai mon portable Android. Je pense que si je suis candidat, je vais à un examen. Il faudrait que la majorité de ce que j'aurai à faire avec mon téléphone portable va dans ce sens-là. Si c'est sur autre plan, sur ce secteur, alors que la majorité des recherches, c'est-à-dire l'usage, porte dans ce sens-là. Il faut qu'on en fasse un usage judicieux. Voilà. Au lieu de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Voilà. D'accord. C'est compris. Geoffroy Gounon, acteur du système éducatif. Que faire côté enseignant et côté parent aussi pour que les enfants, une fois fixés, parce qu'ils sont fixés sur la date des examens désormais, pour qu'ils puissent mieux se préparer pour les affronter dans quelques semaines? Oui, les responsabilités sont à divers niveaux, comme vous l'avez dit, au niveau des parents, au niveau des apprenants, au niveau des enseignants. Mais je commence par les derniers, les enseignants. Aujourd'hui, nous devrions, par rapport à nos apprenants, conduire la progression à thème la progression du programme, des différents thèmes programmés pour les classes à terme. Les conduire comme il le faut. Les cours de renforcement viendront appuyer cela après. Quand je dis comme il le faut, ça veut dire que nous devons faire tout ce qu'il faut faire de manière déontologique pour que ces thèmes-là soient bien appropriés, pour que les objectifs généraux soient atteints. C'est nous, notre travail, notre objectif. C'est pour ça qu'on est payé, on doit le faire comme il le faut. Après ça, nous devons accompagner nos apprenants en tant qu'éducateurs. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, je vous assure, c'est des apprenants qui, au-delà de l'Android, qui doivent faire autre chose. Parce que bon, voilà, ce sont leurs aînés qui sont devant moi. Ils ne sont peut-être pas transposés ici aujourd'hui. Sinon, mais coucou, ça va? Oui, c'est ce à quoi les Android servent. Mais plus pour aller faire des recherches, alors que, comme je l'ai dit, toute chose qui existe a ses avantages et ses inconvénients. Que les parents prennent l'effort de faire comprendre, enfin, là je vais arriver sur les parents après, c'est toute l'euphorie qui me permet d'aller. Vous pouvez y aller, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet, donc allez-y. Voilà, donc il y a cela que les enseignants doivent faire. Ils doivent accompagner les apprenants et leur refuser les mauvais comportements. Voilà, voyez-vous, les apprenants aujourd'hui ont peut-être des heures creuses. Il y a certains qui sont en classe d'examen. S'il faille qu'ils aient des exercices à traiter dans l'établissement, pendant ces heures creuses-là, qu'on les leur donne pour qu'ils le fassent. Vous savez, nous apprenons des problèmes aujourd'hui sur le plan scientifique. Mathématiques, c'est un problème. Physique, c'est un problème. Pourquoi ne pas alors profiter de ces temps-là, leur donner des exercices pour qu'ils fassent, pour qu'ils les fassent? Je crois que voilà un peu comment on peut les accompagner. Il y a autant de choses. Il y a autant de choses. Mais nous sommes confrontés aussi à d'autres problèmes. Voilà des apprenants qui sont tout le temps, excusez-moi du peu, shootés. C'est-à-dire? Bon, quand je dis shooter, vous me comprenez? Non, je ne comprends pas. Ils prennent, comment on dit ça? Ils prennent un peu de tout. À savoir des drogues qui ne disent pas leur nom, des stupéfiants donc, que moi je ne connais même pas. Et vraiment, c'est nous qui assistons aux différents conseils de discipline. Ce que nous voyons, ce n'est pas ça. La chicha et autres. Hey. Bon, vous comprenez, non? D'accord. Voilà, vous comprenez. Et il faudrait que nous soyons encore plus vigilants pour que en classe, je ne vais pas parler de race, ces types d'apprenants ne gangrènent pas le résultat et ne gangrènent pas les autres. D'accord, c'est compris. Oui. Maintenant, par rapport à nos parents, il faut qu'ils suivent au mieux
les apprenants. Il faut qu'on soit présent pour les enfants. Il faut qu'on les accompagne. Il ne faut pas qu'on ait des parents démissionnaires. On en a assez aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, beaucoup de ménages, ça en est de trop. D'accord. Contrôler. Et à nos apprenants aujourd'hui, je dis, il faut qu'ils aient de la vigilance. Il faut qu'ils savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à peine 2 à 3 mois de temps qui reste pour se préparer pour les examens. Tout à fait. On va en charge et ne pas beaucoup se bourrer. D'accord. On va rappeler rapidement, le brevet d'études du premier cycle se tiendra du mardi 2 au jeudi 4 juin 2020. Le certificat d'études primaires aura lieu du lundi 8 au jeudi 11 juin 2020. Le baccalauréat du mercredi 17 au samedi 20 juin. Puis le CAP du lundi 6 au mercredi 8 juillet 2020. Voilà un peu. Et puis on reviendra, on va vous donner plus de précisions par rapport à tout ceci bientôt. Parlons maintenant des nouvelles conditions de financement des associations estudiantines avec des responsables étudiants qui sont là, qui a fait d'impatience sur le sujet, chers amis, par rapport à ces conditions. Déjà, Noël Okosu, est-ce une bonne chose? Oui, je dirais d'entrée que c'est une aubaine. C'est une aubaine pour nous. Et je passe par ce canal-là pour remercier Madame la ministre Léonore Yahi Lanikan qui a eu vraiment cette initiative-là à vouloir réorganiser les choses par rapport aux institutions ou bien les associations estudiantines. Parce que, excusez-moi pour le terme, dans le passé, c'était de la débandade, désordre total. On venait, et ce pourquoi même on est responsable étudiant, c'est pas la mission. Parce que quand on dit on va être responsable étudiant, c'est d'abord travailler sacerdotal. On n'est pas payé. Mais on a vu que nos aînés, dans le temps, étaient là quand même pour pouvoir s'arroger quand même le pouvoir pour gagner, c'était les intérêts personnels. On se dit, je vais être par exemple président d'un bureau d'une entité, mais président d'une association ou bien d'une fédération, c'est pour s'enrichir. Et non, ce pourquoi on est venu là, on délaisse. Donc, les réformes de 2016 que le gouvernement a mis en place pour pouvoir réorganiser et qu'on appelle le secteur des syndicats, moi j'ai vraiment salué cela parce que je vous dirais que cela même faisait même qu'il y avait même de la division entre même les centrales syndicales, à savoir l'UNICEF et l'UNEB et la FNEB. Entre eux, il n'y avait même pas d'entente. Pourtant, la mission commune, c'est de défendre l'intérêt général. Donc, l'autre allait prendre de l'argent, salir l'autre, saboter son collègue pour pouvoir s'afficher. Et nous avons constaté pas mal de choses. Donc, cette réforme-là a vraiment réorganisé les choses, ce qui a fait même qu'en 2018, on était allé aux élections pour voir l'institution qui sera la plus représentative. Et c'est l'UNICEF qui a remporté. Et la FNEB était en deuxième position, l'UNEB était carrément éliminée. Donc, moi, je salue vraiment le président Talon pour cette réorganisation-là et aussi les acteurs quand même de ce sous-secteur-là. D'accord. Voilà. Maurice Todofon, quand on décide de réorganiser le secteur, c'est parce qu'anciennement, on avait constaté qu'il y avait eu un peu de désordre, ça allait dans tous les sens. Et par un arrêté interministériel en date du 11 février 2020, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a cru devoir remettre les choses en ordre. Votre avis sur ça? Merci beaucoup. Je peux dire que c'est les étudiants d'abord, tout d'abord, premier abord, les responsables étudiants doivent se savourer de cela. Et Madame la ministre, elle est à féliciter. Elle est à féliciter parce que dans un pays, encore que notre pays, et on décide d'accompagner les étudiants. Je dirais que la couche estudiantine est la couche délaissée. Ah bon, pourquoi? Alors, on ne taille pas tellement d'importance aux besoins des étudiants. Nous constatons cela parce que nous sommes dans la maison et nous savons ce que nous vivons. Vous voyez? Alors si Madame la ministre, elle a décidé d'accompagner, qu'est-ce qu'elle a décidé d'accompagner d'abord? Nos activités. Nos activités, c'est-à-dire ce que l'étudiant fait en plus des études. À savoir peut-être des formations en couture, en coiffure, consort. Ces activités-là permettront à nos étudiants, aux étudiants quand même,
d'avoir quelques ressources financières. Vous voyez? Alors, de ce pas, le gouvernement a décidé de nous accompagner. Nous ne pourrons que nous savourer de cela et la remercier. Je sais de quoi je dis. Alors, et il revient maintenant à ceux qui sont les devanciers, à savoir comment les choses vont se passer. Et je pense que sur ce côté-là, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser parce que quoi? Tout d'abord, les conditions sont bien définies. De la manière dont, les modalités, de la manière dont, il faut d'abord l'élaboration. On va y revenir tout à l'heure. Nous allons y revenir, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je pense que au premier abord, dire que c'est bon, je pense que c'est la moindre des choses. Et alors, si on revient sur le point, quand on décide de revoir le secteur, de mettre quand même de l'ordre, qu'est-ce que déjà en tant qu'acteur du système éducatif, quelles sont vos impressions? Oui, nous avons été des anciens militants de différentes structures syndicales estudiantines. Moi, je dis aujourd'hui organiser de manière structurelle ces différentes organisations syndicales estudiantines. C'est à saluer. C'est à saluer à juste titre que, bon, les temps nouveaux, au temps nouveau correspondent des objectifs nouveaux et d'autres méthodes qui soient nouvelles. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous avons eu notre lot de gestion, on avait apprécié, c'était à saluer aussi. Avant de continuer, je vais vous rappeler que par rapport à cet arrêté interministériel en date du 11 février 2020, il y a l'article 8 qui précise, je cite, « Le financement de toute activité est conditionné par l'élaboration d'un plan de travail annuel validé par le Centre des œuvres universitaires et sociales concernées. » Oui. Voilà. Oui, je suis même très heureux, plus que heureux que ceci vienne, parce que c'est ça qui fait justement la différence entre l'organisation structurelle qui existait et ce qu'il y a aujourd'hui. Effectivement, quand nous parlons d'étudiants, c'est les préparer, c'est d'abord les préparer à des responsabilités. Nous sommes d'accord. Aussi simple soit-il, quand vous allez dans un ministère qui fonctionne avec des budgets de l'État, il y a toujours un plan de travail annuel. Si eux aussi, ils doivent établir des activités, il faut qu'on nous dise quel type d'activité ils doivent établir. Moi, je vais vous rappeler, c'est pas une, je vais vous rappeler. Oui, comment on fonctionnait. On dit, voilà ce que nous mettons à votre disposition. Alors, vous gérez, vous venez nous rendre compte. On gère comme on a envie de gérer. On crée des situations pour que tout le monde puisse s'entendre. Et puis, on fait le rapport, on va déposer. C'est comme ça, on a dépensé. Point. Ici, maintenant, ce n'est plus le cas. Avant qu'on ne vous finance, dites-nous ce que vous voulez faire avec l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai envie de demander justement, Noël Okosu, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, vous, responsables étudiants? Et je rappelle que pour l'organisation de cette causerie, j'ai fait appel aux différents responsables d'étudiants, la FNEB, l'UNICEF et autres, qui sont actuellement à Parakou pour une activité. Mais vous, en tant que responsable étudiant aussi à votre niveau, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à vous conformer à cet arrêté-là, organiser un plan de travail annuel, se conformer aux tests concernant cet arrêté interministériel? Oui, dans mon humble avis, je dirais que je suis d'accord. Je suis d'accord parce que cela même pour d'avoir une crédibilité en nous. Parce qu'en tant que responsable, je l'ai dit au début, c'est pas d'abord l'intérêt personnel, c'est d'abord l'intérêt général. Parce que c'est des postes qui quand même nous forment pour la vie active. Mais je le dirais que tout le monde n'est pas d'accord. Parce que quoi, il y a ce que mon aîné a dit. Parce que dans le passé, Geoffroy a dit, dans le passé, c'est qu'on créait des choses et on bouffait l'argent. Vous l'avez fait aussi, vous? Non, moi. En tant que responsable. Non. Si on va dire cette vérité-là. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que quoi, je l'ai dit, je suis toujours responsable. Mon bureau est toujours fonctionnel. Je n'ai pas encore fini mon mandat. Et je dirais que depuis que moi j'ai pris fonction, on n'a même pas reçu un fonds. Parce que les subventions dont on dit, depuis 2016, on a coupé ça. On a donné l'ordre aux doyens de couper même au rectorat. C'était pour voir clair. C'était pour voir clair dans le truc. Mais moi, quand moi je suis venu, je vous dis que je n'ai pas reçu un fonds. Mais on sait comment on gère. Avec mes membres, et le président même est là. Oui. On va chercher les financements. Où? Au campus. Et même ce qu'on fait, on ne prend pas l'argent. On envoie le projet
l'activité qu'on veut faire, on dit c'est ça, on a besoin de ceci. Et à eux maintenant de nous financer. On ne prend pas l'argent. Parce que les réformes maintenant, l'arrêté interministériel maintenant dit quoi? Si vous avez une activité, il faut d'abord énumérer l'activité. Et à eux maintenant de vous financer. C'est pas qu'on va vous mettre de l'argent, non. C'est eux, si c'est les bâches, les chaises, autres là, vous énumérez tout et on vous finance. On paie, on met tout à votre disposition. Et après vous allez rendre compte. C'est pour voir un peu clair dans l'affaire. Parce que en termes de crapaud, comme on le dit là-bas, tout le monde veut du crapaud. On vient au pouvoir pour s'enrichir. Pourtant, c'est pas ça. C'est vrai, et je vais vous lire une séquence de l'arrêté pour que vous puissiez rebondir rapidement, Maurice Todofon. On dit, selon l'article 3 de l'arrêté, les structures compétentes de l'État ne traitent plus directement avec les associations estudiantines dans le cadre des activités à subventionner. Les associations les plus représentatives dans chaque université publique sont invitées à mettre en place un bureau fédéral qui sera chargé de gérer en partenariat avec les structures étatiques toutes les questions liées au financement d'activités. Voilà. Vous êtes d'accord? Parfaitement. D'accord. Alors, je dirais que vraiment, c'est... il faut... D'abord, ce n'est plus comme avant. Parce que on avait eu à aborder cela. Il faut simplement créer... Bon, on a une activité à faire rapidement et on remplit les poches. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on a dit, vous les élaborez... On a parlé même d'un plan annuel. Ça veut dire quoi? Lorsque vous élaborez le plan, il faut d'abord même que cela... Vous pouvez élaborer une chose, d'élaborer le plan. Cela peut être invalidé par le centre des universitaires et sociales. Vous voyez? Donc, au cas où c'est validé, ce n'est pas qu'on va vous remettre l'argent. Non. Même si vous avez besoin de l'eau de 200 francs, on va vous apporter à votre valeur. Vous voyez? Donc, il faut alors dire que ce n'est pas... Parce que les choses sont structurées, même chez nous. Ce n'est pas qu'un BUE va se lever, le bureau d'union d'entité va se lever et aller chercher le financement. Non, ça doit passer par la fédération. Alors je vois que tout de suite, c'est une question, au cas où les choses ne seront pas vérifiées, il faut quand même essayer de tenir responsable. Tout d'abord, il faut alors, si c'est nous en notre sein, il faut alors tenir responsable ceux qui nous représentent, c'est-à-dire la Fédération nationale des étudiants du Bénin, parce que c'est d'abord eux qui auront à recevoir les choses et de les fournir au sein des bureaux d'union d'entité. Alors ce n'est plus, c'est parce que le gouvernement... comme avant, la bagaille est terminée désormais. D'accord, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vous promets qu'on va y revenir parce que c'est un sujet assez intéressant. On va vous inviter prochainement pour opiner davantage sur la question, c'est promis. C'est promis. C'est promis. Merci beaucoup d'être passé par ici. Noël Okosso, vous êtes juriste de formation, responsable étudiant aussi, au niveau de la FADESP, c'est ça? Faculté de droit et de sciences politiques. Honorable de la FADESP, voilà. Même pas honorable à l'Assemblée. En tout cas, Maurice Todofon, président du bureau d'union d'identité de la FADESP, Faculté de droit et de sciences politiques. J'espère que tout va bien là-bas au niveau des cours des étudiants. Oui, parfaitement. Merci. Geoffroy Gounon, acteur politique et acteur du système éducatif. Merci.